Bonjour à tous, merci de préférer BB24. Voici les titres de ce journal. L'évolution numérique n'épargne aucun secteur pour permettre aux hommes des médias d'y faire face avec efficacité. Une formation a été organisée à leur intention à l'Infosec de Cotonou. Vers la mise en route d'une nouvelle stratégie pour améliorer le bien-être des populations. C'est à travers le projet Arche Assurance pour le renforcement du capital humain. Une équipe de notre rédaction était à la présentation du dit projet. Rester vierge jusqu'au mariage est un acte noble pour les femmes qui en font l'option. Un choix qui n'est pas sans embûche. Pour y arriver, un suivi dès la base est nécessaire. On ouvre cette édition par la Coupe du monde de football. Désillusion pour le Sénégal. À l'instar des autres pays africains, les Lions de la Teranga ne joueront pas les huitièmes de finale Russie 2018. Ils avaient leur destin en main, mais leur défaite 1-0 face à la Colombie a plombé l'espérance de tout un continent qui avait foi en leur qualité. Reportage de Herman Amégan à Cotonou. Un drapeau vert, jaune, rouge étoilé suspendu à un mât et qui flotte dans les airs. Nous sommes au consulat du Sénégal au Bénin. C'est ici qu'ils se sont donné rendez-vous pour vivre ensemble le dernier match de poule des Lions face à la Colombie. Un écran géant y est installé. Aux manettes techniques, Ibrahima Sow, le consul lui-même. De la première à la 45e minute, ses supporters avides de qualification n'affichait pas une très grande sérénité. Le match nul face au Japon est resté en travers de la gorge de plus d'un. La rencontre est équilibrée, mais les Lions ont du mal à s'offrir des occasions. Le démarrage de la seconde partie n'empêche pas certains supporters d'aller faire la prière, peut-être pour invoquer une bénédiction divine sur Sadio Mané et ses coéquipiers. 74e minute, coup de tonnerre. Dieu semble être du côté des cafeteros. Yerry Mina venait d'ouvrir le score sur un corner. Les visages sont maintenant plus que jamais renfermés. Seul un match nul pouvait sauver les Lions. Même le consul, qui jusque-là affichait un calme olympien, ne semble plus très à l'aise. D'abord un bol d'air. Ensuite, un changement de posture. Après un petit calcul d'arithmétique, le Sénégal et le Japon cumulent le même nombre de points et le même nombre de buts marqués et encaissés. La sentence était là. Il faut voir les cartons jaunes reçus de part et d'autre. Ici, découragement et désespoir ont déjà gagné les cœurs. Quoique difficile, le consul ébauche néanmoins un sourire, même si son équipe ne trouve pas le chemin des filets. La défaite est consommée, chacun y donne une explication. Bon, toujours est-il que c'est le sport qui a gagné. Le Sénégal n'a pas de réalité. Nous, on peut dire que le Sénégal a raté sa qualification au niveau du deuxième match contre le Japon. Ce qui nous manque un peu, c'est de la rage, c'est-à-dire la rage de vaincre. On se dit, on est combien de millions de personnes qui comptent sur 11 jours. Ces 11 jours-là, il doit y avoir cette conscience qu'on compte sur eux. Ils devaient avoir la rage de vaincre, comme les autres. De retour à leur QG, certains vaquent déjà à leurs occupations. Le lion de la Teranga a cessé de rugir. L'Afrique se retire du mondial, tout en silence. L'Institut de formation sociale, économique et civique a organisé ce jeudi un séminaire sur les enjeux et défis de la presse béninoise face à la montée du numérique. Plusieurs communications ont été faites dans l'état des lieux des médias digitaux au Bénin. Roland Chidimé, Miché Elegbe pour le reportage. L'arrivée de nouveaux médias n'a jamais fait disparaître les autres. Aujourd'hui, l'avènement du numérique offre la possibilité aux médias digitaux d'informer à une grande vitesse et ils s'imposent dans le milieu. Aujourd'hui, il ne peut plus y avoir une rédaction sans le digital. Une rédaction qui doit vivre, doit faire attention à une rédaction digitale, une rédaction dynamique.
Donc il est question de former aussi les journalistes au digital, pour que ceux qui interviennent au niveau du traditionnel aillent aussi au digital. C'est fondamental, on n'a pas le choix, mais dans le respect systématique des normes déontologiques. L'information doit aller le plus rapidement possible, mais avec un bon traitement. Au Bénin, ce pari n'est pas encore totalement gagné. La vitesse d'informer fait que beaucoup de médias tombent un peu dans les travers de la déontologie. Il faut avouer qu'à ce niveau-là, fondamentalement, il y a beaucoup de choses à faire. Ce qui est à faire, c'est un peu la formation. Parce que tout le monde peut informer, mais tout le monde ne sait pas informer. Parce que l'information a des normes, a des règles. Et l'information a des lois, des principes. En cas de diffamation, le code de la déontologie prévoit des sanctions connues, mais avec le numérique, c'est encore plus fort. Dans le code de l'information de la Commission, il est prévu qu'en cas de dérapage, de diffamation, il y a la répression qui est là. Il y a les mesures juridiques qui sont prises. On ne souhaite pas, mais c'est là, c'est prévu. Dans la loi sur le numérique, c'est encore pire. Parce qu'il est prévu des peines de 5 ans à 25 millions d'amendes pour des actes de diffamation clairs qui sont observés. Pour mieux faire face aux défis du numérique, un bon encadrement des acteurs du secteur serait nécessaire. Cela y va de l'intérêt de tous. Au Bénin, tous les mécanismes de protection sociale mis en place n'ont pas pu aboutir. Il n'en existe pratiquement aucun qui soit véritablement opérationnel. En réponse à ce constat, le gouvernement adopte une nouvelle stratégie intégrée plus inclusive pour améliorer le bien-être des populations. Il s'agit du projet ARCHE. Marcel Arossi nous fait découvrir le contenu à travers la présentation au haut conseiller de la République. Reportage. Protection sociale au Bénin, l'état des lieux n'est pas très reluisant. Des stratégies ont été mises en œuvre dans le pays pour résoudre le problème, mais en vain. Aujourd'hui encore, une nouvelle stratégie est adoptée. Elle va être mise en œuvre à travers le projet dénommé « Assurance pour le renforcement du capital humain » ARCHE. Il constitue une offre d'un paquet intégré de 4 services de protection sociale. L'assurance maladie, la formation, le crédit et l'assurance retraite, orientés vers les acteurs du secteur comme l'agriculture, le transport, le commerce, qui autrement n'ont pas accès à des mécanismes de retraite quand ils finissent de travailler. On a vu des riches commerçants, pendant leur période active, se retrouver en situation de démunis, de pauvreté, quand ils n'étaient plus capables d'exercer des activités. Le projet H donc vise à protéger les plus démunis et à réduire la précarité. L'ARCHE, pour sa mise en œuvre, a une cible prioritaire. L'État ambitionne payer l'assurance maladie pour les plus démunis de la société. On a les pauvres extrêmes et les pauvres mais non extrêmes. Les pauvres non extrêmes, c'est des gens à qui, si on les laisse payer intégralement leur assurance maladie, pour eux-mêmes, pour leur famille, ils risquent de tomber en situation de pauvreté, puisqu'ils n'ont pas des finances trop solides. Le dispositif H, on y entre grâce à sa carte RAVIP. Au regard de l'importance de la cible, un dispositif d'identification des bénéficiaires est mis en place. On forme des agents dans les communautés avec les centres de protection sociale, et ces agents sont chargés d'aller dans la communauté monter des équipes pour que ceux-là indiquent dans leur village qui sont ceux qui sont les plus pauvres, qui sont les pauvres extrêmes, qui sont les pauvres. Et ces noms, on va revenir les transmettre à l'Institut national de la statistique, qui irait dans une deuxième phase faire une tournée dans les domiciles des concernés pour évaluer de façon concrète leur situation de pauvreté. Et après, on aura une liste apurée. Nous allons repartir ensuite dans chaque localité pour aller présenter la liste définitive qu'on a observée et on soumet à leur validation. Le rendement annuel des mécanismes de financement durable du dispositif est évalué à 62 milliards de francs CFA pour un besoin de financement d'environ 50 milliards par an.
Certaines femmes ont fait l'option de la virginité jusqu'au mariage, un choix peu courant qui symbolise pour elles la noblesse. Un accompagnement de la base est quand même nécessaire pour atteindre leur objectif. C'est à cela que s'attelle le coaching 3CGFJ. Dine Bouraïman, Jennifer Sativi pour plus de détails. Tori Devon quand même. Nous sommes ici au foyer des filles vierges, l'Immaculée. Elles expriment leur gratitude à l'occasion de la séance de coaching 3CGFJ, communication pour un changement de comportement chez la gente féminine juvénile. Au menu, échanges et témoignages afin de leur permettre d'en savoir plus sur la virginité de la femme. Toutes les filles sont nées vierges, disons. Et c'est certains choix dans leur vie ou c'est certains événements dans leur vie qui leur amènent parfois à dérouter du bon sens. Alors pourquoi est-ce que moi j'ai fait un tel choix? Tout d'abord parce que je me dis la femme c'est un temple. Elle est à respecter et c'est un être digne, c'est un être de fierté. Donc la moindre des choses c'est que son sexe soit respecté. C'est pour ça que j'ai fait un tel choix. Également, je me dis qu'au-delà de la virginité, il y a la valeur mentale, la valeur psychique de la femme. Alors aujourd'hui, je peux dire devant tout le monde que je suis vraiment heureuse avec mon choix et que je ne regrette pas d'avoir fait un tel choix. La communication pour un changement de comportement chez la gente féminine juvénile est un coaching social mis sur pied depuis 2010. Ce coaching se veut universel maintenant car à la face du monde et à chaque occasion festive ou récréative, il montre et démontre à la jeune génération la grande différence entre l'amour spirituel, amour divin fraternel, et l'amour charnel, ainsi que la distinction qui fait user du sensuel sans mésuser du sexuel. Le coaching 3CGFJ vise également à promouvoir la bonne morale, notamment dans les lycées, les collèges, les internats et les foyers pour jeunes filles. Au Kenya, le directorat du thé a lancé récemment une campagne de promotion visant à s'attirer les faveurs des consommateurs russes de thé. Cette opération de charme d'un coût de près de $600 000 s'étendra sur 5 ans. S'inscrivant dans le cadre d'une stratégie plus globale de réduction de la dépendance aux débouchés traditionnels, la campagne devrait permettre de doubler sur cette période le volume de thé placé sur le marché russe. L'entreprise américaine Mercer a publié cette semaine un nouveau rapport sur la cherté de la vie dans plusieurs villes du monde. Le rapport prend en compte 209 villes à travers le monde, 42 en Afrique. Selon le document, la ville la plus chère pour les expatriés sur le continent africain serait Luanda, qui occupe la 6e place mondiale. La ville d'Afrique australe, qui occupait la 2e place pour l'édition 2017, cède sa place à Hong Kong. La ville de N'Djamena occupe la 8e place. Hormis ces villes, Libreville, Brazzaville, Victoria, Abidjan, Kinshasa, Lagos, Yaoundé et Bangui se classent dans le top 50 mondial du classement. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. On se retrouve à 19h45.